Alors qu'on vous demandait la veille de venir. Et mes collègues, oui, comment c'est toujours toi qu'on rappelle. Seulement quand on sonne chez certains, ah non, mon mari n'est pas là, ou mon mari n'est pas bien, ou, il a bu ou alors, oui, non, j'ai bu un verre, je ne viens pas. Et puis on s'étonne quand l'affaire du trou a éclaté avec Patrick Debatz, on a travaillé. Moi, j'avais personnellement 1000 heures supplémentaires sur 8 mois. Donc 1000 heures supplémentaires qui sont justifiées, parce que bon, le nombre de PV... Et vu la gravité de l'affaire, vous vouliez voilà, on travaillait. On travaillait. Je me rappelle avec Patrick, le 24 décembre et le 31 décembre, quand les autres sont déjà à l'apéro, on a quitté les bureaux, je sais pas, vers 21h peut-être. Mais bon, on a même eu une réunion encore avec M. Bourlet le 31 décembre, parce que lui aussi c'était quelqu'un d'engagé. On ne pourra jamais reprocher votre engagement, mais pour rester sur le volet fiscal aussi, vous avez découvert donc des chronologies étonnantes entre des virements sur le compte bancaire de Dutroux et des enlèvements, et aussi votre difficulté à accéder en fait aux pièces et aux archives bancaires. Il y a beaucoup à dire. Donc il y a eu le chef de la relecture, le premier chef Baudouin d'Ornicourt, qui a fait aussi une enquête fiscale sur Dutroux, et il n'a pas trouvé les mêmes choses que moi. Lui, il n'a rien trouvé. Et moi, j'ai découvert que Dutroux, donc en parlant de la Champignon-nière, qui se passe le 13 février 84, dans les 72 heures, Dutroux ouvre un compte dans une banque, et sur ce compte-là et sur celui de son épouse, il y verse l'équivalent de 5 000 €. Et qu'on retrouve des versements comme ça après d'autres enlèvements. Bon, j'ai eu un blocage, j'en parle déjà maintenant, donc dans le dossier de la Champignonnière, parce que je dis au juge, est-ce que je peux avoir un réquisitoire bancaire pour les suspects de Neufchâteau? Et le juge, non, monsieur Bill, vous savez très bien que les... Donc pour accéder au compte de Marc Dutroux, au compte de Dutroux, non, des suspects de Neufchâteau qui étaient impliqués suspectés dans le dossier de la Champignonnière. Donc moi, je demande au juge, voilà, je voudrais bien voir leur compte en 1984. Et il refuse. Je dis, mais pourquoi? Vous savez très bien que les banques, c'est 10 ans. Enfin, monsieur le juge, on peut essayer. Non, monsieur Bill, non. Finalement, après plusieurs demandes, bon, allez, tiens, voilà ton papier. Et moi, je l'envoie aux banques, et les banques me répondent, non, on n'a pas d'argent, 10 ans. Et puis, le crédit professionnel du Hainaut vous dit, si, il a un compte, et on va vous envoyer l'historique. Et quand je reçois l'historique, on voit que, donc, Dutroux, la fille de la Champignonnière, Christine, était assassinée le 13 février 84. Et donc, dans les 3 jours, il y a 200 000 francs belges, donc l'équivalent de 5 000 €, la fille de la Champignonnière, Christine, était assassinée le 13 février 84. Et donc, dans les 3 jours, il y a 200 000 francs belges, donc l'équivalent de 5 000 € qui rentrent sur le compte de Dutroux, qui verse au guichet. Donc, c'est pas un fournisseur qui... En liquide. Voilà, en liquide. Alors, donc, il y a des questions. C'est quand même des pistes. C'est des pistes. Mais justement, quand on vient avec des pistes comme ça chez un juge d'instruction qui n'en veut pas, puisque bon, il a couvert, il a protégé toute l'instruction pendant 12 ans sur ce crime atroce, maintenant, il y a un fou qui débarque et qui arrive avec des choses pareilles, il faut bloquer ce fou. On va revenir sur la Champignon-nière, mais est-ce que vous avez vu rapidement le fait que le juge freinait l'enquête? Est-ce que ça vous a pris plusieurs semaines, plusieurs mois? Ou comment ça... Bon, alors donc, la jeune fille, la Champignon-nière, on en parle un petit peu maintenant? Oui, mais juste avant, est-ce que vous avez mis longtemps à voir entre le mois d'août 96, vous avez commencé votre enquête, et le mois de juin 97, est-ce que vous avez vite vu que l'institution judiciaire vous freinait dans l'enquête? C'est plus technique que ça, parce que on a d'abord travaillé pour les magistrats de Neufchâteau. D'accord. Bon, puis, suite à l'affaire Dutroux, le juge Conrad a lancé un appel à témoins en demandant, tiens, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu affaire à ces individus-là? Et nous avons eu des personnes qui ont commencé à témoigner, X1, X2, X3, bon, des gens qui ont témoigné. Et c'est ainsi que, par exemple, X1 nous parle donc de l'affaire de la Champignonnière. Mais elle en parle. X1, c'est Regina Louf. Elle en parle au mois de fin octobre, novembre 96, pardon. Et un beau jour, elle dit, j'ai assisté à la mort atroce d'une jeune fille dans une cave à Bruxelles. Et mes 2 collègues se regardent, ils se disent, c'est la Champignonnière, ça. Et puis ils se disent, non, ça a été élucidé, ça. Mais derrière, il y a une régie. Et dans la régie, il y a des magistrats. Et les magistrats nationaux, ils disent, ce qu'elle raconte là, c'est la Champignonnière. Et donc, les magistrats nationaux ordonnent au parquet de Bruxelles de nous confier le dossier. Et moi, on me donne le dossier le 5 décembre 1996. Il faut dire que donc le fait se passe en 84. C'est d'abord été le juge d'instruction Éloy qui a dirigé l'enquête, puis il est tombé malade, puis l'ancien ministre ou premier ministre Paul van den Boenans a nommé un avocat juge d'instruction. Donc M. Van Espen est devenu juge d'instruction. C'est Nioul qui le déclare lui-même, qu'il a eu l'appui de M. Van den Boenans. Et tout qui connaît le juge Van Espen sait que c'est un juge d'instruction financier. Il n'y en a pas beaucoup de financiers, il y en a 2, 3 à Bruxelles. Et c'est un juge d'instruction financière. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de financier dans la Champignonnière. C'est justement lui qui s'en occupe. Et pendant
donc de 85 jusqu'en 30 avril 96, on s'amuse avec ce dossier. On a arrêté un punk qui s'appelle Serge Clout, qui a fait, je crois, 39 mois de prison et qui a déposé plainte à la Cour européenne, et la Belgique a été condamnée pour détention arbitraire. Mais on a trouvé un accusé facile. Voilà, donc ils avaient un accusé facile. D'après ce que je lisais même dans le dossier, on lui donnait à boire à la police judiciaire pour le faire parler et tout. Bon, mais ça les arrangeait bien. Et donc le juge Van Espen s'est assis sur le dossier à son aise, parce qu'il y a eu des choses graves là-dedans. Monsieur Nioul, par exemple, fréquentait le club à Partouze qui s'appelle le Dolo. Et d'ailleurs, ça, on a fait le lien avec un appel anonyme, peut-être rappelé aussi un appel anonyme à la gendarmerie, qui a dit, si vous voulez comprendre l'affaire, peut-être... Voilà, donc l'affaire de la Champignonnière, comme je le disais, donc, se passe le 13 février 84, et le 27 avril 87, un appel anonyme arrive à la police d'Etterbeek, une commune bruxelloise, en disant, si vous voulez résoudre la Champignonnière, menez votre enquête vers le Dolo. Le Dolo, une boîte à Partouze. Une boîte à Partouze. Et donc le 30 avril, le juge Van Espen reçoit ce procès-verbal des policiers. Et eux, les policiers mettent déjà que c'est la voix d'un Nord-Africain. Enfin, c'est facile à dire. Et moi, je l'ai écouté, ça n'a rien à voir avec un Nord-Africain. Et donc le juge Van Espen fait une apostille et il demande donc de saisir la cassette et de faire une enquête sur le Dolo. Et dans le procès-verbal, je crois qu'il date du 22 mai, on saisit la cassette et on ne parle plus jamais du Dolo. Alors qu'il y a le juge d'instruction ne dit pas à la police judiciaire, parce que moi, si on me demande de faire ça et ça, et que je ne fais que la moitié, le juge va me dire, vous avez oublié l'autre moitié. Ici, on ne me dit rien. Mais il n'y a pas que le juge, il y a le procureur du roi qui voit ça, les magistrats, des substituts. Il y a eu le passage en chambre du conseil, donc pour décider du prolongement d'une détention, puis les gens font appel, ça passe donc à la chambre des mises en accusation, donc là c'est le parquet général. Donc vous imaginez le nombre de magistrats qui ont eu le dossier en main, et aucun magistrat ne dit tiens, vous n'avez rien fait sur le Dolo. Et quels étaient les clients du Dolo? Alors dans les clients du Dolo, donc le 30 décembre 1996, mon collègue Philippe Pourbet, dans un autre dossier, a entendu Michel Forgeot, donc le patron du Dolo, et il lui dit tiens, vous allez me citer des noms et là-dedans, il cite des officiers de gendarmerie, il cite des magistrats, il cite des personnalités politiques, personnalités sportives, mais aussi il cite le nom de Guy Collignon, qui est un des 2 chefs d'enquête de la Champignonnière. Alors maintenant, ne me demandez pas... original, un chef d'enquête de la Champignonnière qui voilà, alors ne me demandez pas pourquoi on n'a pas fait la postille sur le Dolo, il ne faut pas être un grand savant pour dire oui, c'est logique. Et sa compagne est même la marraine du fils de Alors, donc, moi, j'ai le dossier, on me demande d'en faire une synthèse. Bon, je commence cette synthèse et là, je découvre des choses anormales. Bon, vous savez, Christine Van Nys, lors de ses funérailles, la police judiciaire était là avec des équipes, ils ont pris des photos. Les photos ne sont pas dans le dossier. Bon, la maman de Christine, j'ai une audition d'elle en 1991, donc 7 ans après les faits. Vous avez Christine qui a été malade, un ORL a fait un certificat médical pour une exemption du 20 au 25 janvier, donc 3 semaines avant sa mort. Le certificat médical, normalement, il doit dater du 20, or il date du 25. Il n'a déjà pas fait au nom de Christine, il est fait au nom de Christiane. Alors quand vous êtes flic, et que vous allez à l'école et qu'on vous remet le certificat, la première chose à faire, c'est entendre le médecin, le docteur Allard. Le docteur Allard, il est interrogé 59 mois plus tard. Et tout ça, moi, ça me choque. Et donc, on me demande d'en faire une synthèse. Et puis j'ai eu le commandant Jean-Luc Duterme, qui est le numéro 2 de la BSR de Bruxelles, mais qu'on a mis comme patron à notre antenne. On ne va pas perdre son temps avec ça, on ne va pas faire les enquêtes des autres. Je dis, moi, on m'a demandé de faire une synthèse, je fais une synthèse. Bon. Et tous les jours, c'était la même chose. Après Jean-Luc Duterme, c'était vraiment un officier négatif. Moi, je comprends pas que ce type, après avoir fait tout ce qu'il a fait, le faux PV, les mensonges, il a trompé tout le monde, même il a attaqué les journalistes. Et il a même, dans ses conclusions avec son avocat, il parvient encore à faire un fonds en écriture, et grâce à ça, il gagne 12 500 euros, donc 500 000 francs belges. Et donc, ce monsieur a fini sa carrière comme directeur judiciaire à la police judiciaire de Charleroi pendant 15 ans. Donc, on va promouvoir ceux qui participent à enterrer l'enquête, et on va combattre et condamner, en tout cas, tenter de condamner ceux qui essayent de bien faire leur travail. Et donc, comme il me cassait les pieds avec cette synthèse, donc moi, après 88 pages, j'ai bâclé, j'ai dit, j'ai été au parquet, j'ai dit, écoutez, voilà votre synthèse, moi, je ne continue plus. Et peut ouvrir sa gueule, comme il sait l'ouvrir, et demander tiens, vous n'avez pas fait de PV? Non, il s'enferme dans son bureau et il fait un procès-verbal à la charge de Patrick Debatte. Et tout ça a amené une instruction judiciaire qui a duré près de 3 ans. Et vous les accusez, et pour autant, ils ne vous accusent pas de diffamation. Donc, non, les pièces sont là. Tout à fait, les pièces sont là. Et en plus, Jean-Luc Duterme, il a trompé. Il a été accusé par le télémoustique, les étranges manœuvres du commandant Duterme. Ils ont été condamnés à 500 000 francs, donc 12 500 euros. Et Jean-Luc Duterme, il faut comprendre la subtilité. Et les journalistes ont fait